Et donc, on va aborder le deuxième risque que je qualifie d'un relativement technique, hein, là aussi parce qu'on ne peut pas avoir un référent ou un technicien très pointu sur le sujet, en l'occurrence le circuit du médicament, qui occupe et qui préoccupe beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sanitaire, donc il y a parmi vous quelques soignants qui sont là et qui vont regarder avec attention. Donc là, l'idée, c'est de... Alors, pour le coup, Christophe Gauthier l'a dit, donc le risque infectieux n'est pas listé par la HAS dans son référentiel comme impératif, mais il est quand même hyper important. Et en revanche, sur le circuit du médicament, là, il est bien en rouge, hein, le critère impératif, il y en a même plusieurs. Donc, Myriam Roudot de l'Omédite et Julie Hazard, elle aussi pharmacienne, mais au sein de l'Agence régionale de santé, voilà, nous propose une présentation à 2 voix sur ce risque, la manière de l'aborder dans nos établissements, c'est-à-dire les structures, qu'elles soient médicalisées ou pas, avec donc des spécificités sur lesquelles on va revenir. Voilà, à vous. Bonjour à tous, donc on va se présenter déjà. Donc, Myriam Roudot, coordonnateur adjoint de l'Omédite Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe-Guyane. Donc on voulait quand même juste présenter notre structure puisqu'on intervient à 2 voix et avec des missions et des actions complètement très complémentaires. Donc l'Omédite, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une des structures d'appui de l'Agence régionale de santé sur le périmètre des produits de santé, que ce soit médicaments et dispositifs médicaux. Et donc moi-même, je suis pharmacien inspecteur de santé publique. Je suis également responsable adjointe du pôle produits de santé pharmacie biologie qui a en charge notamment tout ce qui est autorisation, mission d'inspection, accompagnement dans le champ de la pharmacie, de la biologie. Donc merci beaucoup au CK et aux organisateurs de cette journée de nous avoir proposé ce sujet, cette thématique. Donc nous sommes en effet sur une présentation à 2 voix parce que nous avons un certain nombre d'actions et d'objectifs en commun. Donc c'était important pour nous de montrer cette complémentarité, même si vous le comprenez bien, on a bien évidemment des spécificités puisque l'Omédite est une structure d'appui et que l'ARS, nous avons des missions régaliennes également dans nos attributions. Nous avons des spécificités, et puis au sein de l'ARS également, le pôle pharmacie-biologie, c'est un des pôles de l'ARS. On a évidemment des actions qui sont très transversales. Vous l'avez compris, il y a plusieurs directions qui interviennent sur le champ de la qualité. Nous avons vraiment un focus beaucoup plus technique, on va dire, sur le champ de la pharmacie. Mais toutes les actions sont coordonnées au sein de l'ARS. En préambule aussi, ce qui est important, c'est que les établissements médico-sociaux, vous avez une grande diversité, comme vous le savez, avec quelquefois des niveaux de maturité sur le champ du circuit médicament qui sont très variés, qui sont liés notamment aux spécificités des circuits. Donc on n'a pas forcément la même approche en fonction des structures, vous allez le voir, en fonction des EHPAD, en fonction des structures accueillant des personnes en situation de handicap. Sur le champ du handicap, vous allez voir, on a initié le travail d'accompagnement par un premier état des lieux. Il nous semblait important d'avoir un premier focus. Donc merci pour ceux qui ont participé à l'état des lieux de 2022. Vous allez voir les principaux résultats. Et enfin, voilà, la présentation se fera en 3 parties. Donc premièrement, on va rappeler un certain nombre de constats en essayant quand même de montrer un peu les principales priorités sur ce thème, les attendus liés à l'évaluation, mais plus largement les attendus liés à la réglementation également, et puis les différents outils et démarches d'accompagnement sur cette thématique. Alors, tout d'abord, sur le circuit, ça fait partie, donc le circuit du médicament, et notamment d'une manière générale, c'est un circuit qui est très, très complexe, et dans le médico-social encore plus, avec dès la prescription, souvent une multiplicité des prescripteurs. Au niveau de la dispensation aussi, souvent des multiples acteurs entre l'officine et ou l'APUI, etc. Le volet aussi qui est important dans vos structures, tout ce qui est préparation des doses à administrer, la préparation des médicaments est une étape très très importante. Toutes les questions liées à la sécurisation, du stockage, aux différents acteurs, l'administration, la collaboration nécessaire avec tout le volet également
aide à la prise, le suivi, la surveillance, avec la volonté aussi, et c'est bien rappelé dans le manuel d'évaluation, tout le volet continuité de la prise en charge médicamenteuse également. Donc sous-tendu par la définition d'une politique de gestion des risques. Donc voilà, on sait que le macro-processus est très très complexe, avec une partie qu'on a vu, multiplicité des intervenants. Vous êtes tous en train de vous informatiser avec souvent, voilà, comme dans toutes les structures, que ce soit d'ailleurs dans le sanitaire également, des interopérabilités de logiciels entre les différentes étapes du circuit, le DPI, etc. Des facteurs humains, tout le volet interruption de tâches, là aussi, bien entendu, c'est commun également avec le sanitaire. Et après, vous avez tout le volet, toutes les spécificités liées à la prise en charge de vos résidents, que ce soit en EHPAD ou dans le secteur du handicap, avec souvent une évolution qui peut, des résidents qui peuvent évoluer de façon assez rapide, avec une gestion de l'autonomie qui peut être autonome un jour et qui en perd progressivement, etc. Donc c'est vrai que c'est un macro-processus complexe qui est très très mouvant. Donc on souhaitait vous apporter quand même quelques chiffres. Alors sur les EHPAD, on a voulu vous faire un focus sur, bien sûr, le volet qui est là aussi en lien avec les critères de l'évaluation, sur le côté iatrogénie et le nombre de médicaments des résidents en EHPAD. Alors on a cherché des données de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont essentiellement la dernière ligne sur la dernière enquête que l'on avait réalisée en région, et c'était dans le cadre du PRPA Bordeaux en 2018. Où dans les EHPAD, il y avait une moyenne de 6,4 médicaments qui étaient administrés par jour pour les résidents, avec 5%, ce qui n'était pas très, là pour le coup, important, de médicaments, ce qu'on appelle inappropriés chez la personne âgée. Donc là, avec un enjeu derrière de iatrogénie et aussi de pertinence des prescriptions. Sur le volet handicap, donc comme l'a introduit Julie Hazard, puisque l'on n'avait aucune donnée en Nouvelle-Aquitaine sur les structures handicap concernant le circuit du médicament, il a été initié donc en fin 2022 une enquête en lien avec l'ARS et le CREAI sur le circuit du médicament dans ces structures-là. Donc on avait ciblé plus de 692 établissements. On a eu un taux de réponse, et on vous en remercie, qui est de 51%, donc ce qui est assez important, et avec un taux d'achèvement de l'enquête de 91%. Donc il y avait les 2/3 étaient des établissements qui accueillaient des personnes adultes et 33% des enfants, avec une bonne représentativité sur l'ensemble de la région. Donc concernant les résultats, alors l'enquête est en cours de finalisation. Vous aurez un retour, ce sont des résultats qu'on vous présente un peu en avant-première. Il y aura un document qui fera suite et qui sera disponible prochainement. Donc concernant la gouvernance, il y a un engagement de la direction, donc c'était une enquête bien entendu déclarative. 89% des structures qui ont répondu disent qu'il y a vraiment un engagement de la direction sur la sécurisation du circuit du médicament. Ensuite, derrière, et après, il y a tout le volet formalisation de cet engagement, et c'est là où il y a des marges d'amélioration, notamment sur l'inscription dans le projet de l'établissement de la sécurisation du circuit du médicament, la mise en œuvre d'une organisation et de réunions, des réunions thématiques dédiées à la sécurisation du circuit du médicament. Alors parfois vous le faites, mais vous ne formalisez pas tout ce que vous faites, puisque parfois ça peut être des réunions que vous faites entre l'IDEC, le référent qualité, etc. Donc, mais qui ne sont pas forcément formalisés. Le second volet de l'enquête, c'était sur tout ce qui était gestion documentaire et formation. Donc là, il y a vraiment une dynamique en lien avec vos relations avec les pharmacies d'officine d'établissement d'une convention, mais là aussi, il existe des marges d'amélioration. Tout ce qui est lié à la gestion documentaire, également, donc là vraiment en lien avec l'évaluation, à la nécessité de formaliser toute cette gestion documentaire sur le circuit du médicament. La fonction, par contre, tout ce qui est lié à la fonction des professionnels. Donc vous connaissez très bien et vous avez bien cartographié le rôle de chaque professionnel qui intervient dans la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Et enfin, le dernier volet concernait les formations. Donc là aussi, une marge d'amélioration, mais on y reviendra comme parmi les outils que l'on pourra vous proposer sur le circuit du médicament.
L'un des autres items, c'était tout le volet lié à la gestion des risques liés aux médicaments. Donc là aussi, dans les gros points positifs, 89% des répondants déclaraient l'existence d'un système de déclaration des événements indésirables en interne. Mais derrière, la mise en œuvre de retours d'expérience passait seulement à 40%. Donc le système existe, mais après, c'est tout le suivi qui est un petit peu plus complexe à mettre en place. L'autre volet, et là aussi on va y revenir après, le volet auto-évaluation du circuit du médicament, où un tiers des établissements déclaraient avoir pu réaliser, donc en fin d'année 2022, cette auto-évaluation du circuit du médicament. Le dernier item reprenait c'était un peu plus de la description sur les différentes étapes du circuit. Donc, vous déclarez à 97% qu'il y avait une sécurisation du stockage des médicaments et l'existence d'une dotation des médicaments pour soins urgents à 46%. Donc ça, c'est les constats sur le handicap déclaratif. Dans les autres constats que l'on a, puisque derrière, en Nouvelle-Aquitaine, on mène, depuis notamment 2022, après une pause pendant la crise Covid, des actions d'accompagnement sur site. Donc on vous a fait un bref bilan des 12 derniers accompagnements que l'on a fait sur site, du coup en présentiel pour la majorité, et puis parfois on module nos accompagnements et on fait déjà au moins un point en amont à distance. Donc on observe bien sûr de très bonnes pratiques, que ce soit en termes d'engagement de la direction, de sécurisation de la salle de soins, des établissements qui sont très engagés dans tout ce qui est préparation des doses administrées en lien avec la pharmacie d'officine, etc. Des établissements qui réalisent des sensibilisations aux erreurs médicamenteuses. Et d'un autre, il y a pas mal aussi d'axes d'amélioration que l'on voit, qui peuvent aussi bien, des actions de priorisation qui se retrouvent également dans de nombreux établissements, notamment sur tout ce qui est informatisation du circuit. Parfois, la prescription n'est pas encore complètement informatisée, les relations avec les intervenants extérieurs, tout ce qui est gestion documentaire, pas forcément en cours, mais pas forcément finalisé, tout le lien avec tout ce qui est aussi les protocoles, alors là, des prescriptions en si besoin. Là, ça fait partie des actions de priorisation que l'on priorise souvent lors de nos accompagnements. Aussi, toute la gestion des médicaments non utilisés, une fois que le résident n'en a plus besoin. Donc c'est vrai que ça fait partie des points de vigilance. Et ensuite, tout ce qui est lié vraiment à la sécurisation, à l'aide à la prise aussi. Vous êtes déjà bien mobilisés, mais il y a souvent de la formalisation à faire derrière, de la formation aussi des professionnels. Et le dernier volet que l'on voit encore lorsqu'on interroge les professionnels, c'est tout ce qui est déclaration, promotion de la déclaration aux erreurs médicamenteuses. Donc souvent, vous avez une charte d'incitation à la déclaration, mais derrière, il y a peu de signalements qui sont réalisés. Et enfin, on tient à le souligner, quand même, il y a une forte mobilisation de tous les professionnels lorsqu'on vient dans ces établissements. Donc ça, c'était la vision, entre guillemets, des audits de l'Omédit, mais il se trouve que en termes d'inspection, les EHPAD il y a un programme national d'inspection-contrôle depuis 2012 sur le circuit du médicament dans les EHPAD. Donc peut-être certains d'entre vous ont eu à avoir ce type d'inspection. Il y a également le plan de contrôle EHPAD national. Donc on a maintenant beaucoup de recul sur les pratiques. Donc depuis 2012, on voit qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont améliorées. Mais on retrouve à peu près les mêmes thématiques que ce que vous voyez encore sur le terrain. C'est une orientation a priori qui ne va pas se poursuivre l'année prochaine. Voilà, donc vous avez l'info. Mais avec l'évaluation, je pense qu'il y a eu une volonté de cohérence au niveau national. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a quand même des choses qui sont redondantes dans le secteur des EHPAD. Là, on est vraiment sur le secteur des EHPAD. Sur l'aspect gouvernance, donc l'élaboration des projets d'établissement, souvent on le trouve. Mais après, c'est le maintien, c'est la révision du projet où quelquefois, la thématique n'est pas forcément du médicament n'est pas forcément relancée ou alors oubliée. Voilà, donc ça c'est important. Dans les focus également, ce qui est très important, ce sont les nouveaux arrivants.
la nécessité de bien les former à leur arrivée. On a évidemment, au cours des inspections, bien identifié les problématiques de ressources de vos établissements, les problématiques de qualification du personnel, le besoin de formation, mais là c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on a vu. Les conventions d'officine, la plupart existent, mais leur mise en œuvre, c'est-à-dire le simple approvisionnement par les officinaux, on est en droit de demander des choses supplémentaires, surtout si les conventions précisent que les pharmacies ont un investissement un petit peu plus supérieur. Donc je vous invite à bien relire pour certains ce que vous aviez écrit, parce que quelquefois il suffit de mettre en œuvre ce qui a été écrit. Sur les études de risque a priori, donc la plupart des établissements maintenant sont bien initiés à la démarche. Ce qui est important, c'est le renouvellement de ces études de risque. Ça, on avait la même problématique sur le champ sanitaire. On le fait une fois parce qu'il y a la démarche d'évaluation, mais il faut arriver à le maintenir dans le temps. Les plans d'action, la nécessité qu'ils soient précis, avec des calendriers, qu'il y ait un suivi, et surtout que toutes les actions issues des déclarations, issues des inspections, issues de vos évaluations, ça doit être le plan d'action qui doit être le support unique pour tout ça en fait. Sur les événements indésirables, donc on a souvent un système de recueil, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de ces événements? La mise en œuvre des retours d'expérience, donc ça je sais qu'il y a des formations qui sont proposées là-dessus. Donc ça c'est toute une démarche peut-être à appréhender en termes de formation. Et puis le fait que les procédures c'est bien, mais qu'elles soient surtout le reflet de la réalité et opérationnelles le plus possible, parce qu'en inspection on a pu voir que elles sont bien là, les procédures, mais elles viennent du siège, elles sont inapplicables. Donc les adapter c'est déjà une partie du travail en fait. En matière de prise en charge, donc ce qu'on voit toujours, c'est des problématiques autour de la réévaluation des prescriptions. Parce qu'on a une prescription à un temps donné qui va rester ad vieternam sans réévaluation, et ça c'est facteur de iatrogénie. Lutter contre les retranscriptions, dans la mesure des possibilités, ou en tout cas sécuriser au maximum les professionnels qui pratiquent ces retranscriptions. La protocolisation, donc ça c'est très important. Les protocoles, il faut qu'ils soient prescrits. C'est-à-dire c'est bien d'avoir un protocole pour l'établissement, mais il faut qu'il soit prescrit pour chaque résident. L'intervention pharmaceutique, donc c'est ce que je vous disais, le simple approvisionnement. Aujourd'hui, on a la notion de pharmacien référent qui est dans la loi, bien évidemment. Il n'y a pas eu le décret d'application, mais il y a quand même la notion de participation aux actions de bon usage. Les prises en charge spécifiques, notamment Parkinson, à protocoliser. Je soulignerai également les pratiques de PDA. La réalisation des piluliers, aujourd'hui, il n'y a pas de texte opposable sur cette pratique, ce qui nous met également en difficulté au niveau des corps d'inspection. Si ça doit être fait, en tout cas, je vous invite à ce que ce soit procéduré, qu'il y ait du contrôle qui soit fait sur ces piluliers, et qu'il y ait une traçabilité des différentes étapes, notamment au niveau de l'administration. Les fonctions support, on en a parlé, l'importance de l'informatisation, qui est un moyen de sécurisation, mais qui peut aussi présenter quelquefois des risques. Donc ça, c'est... Et puis la nécessité d'avoir une procédure dégradée, parce qu'on a quand même des notions de cyberattaque maintenant qui peuvent toucher tous les établissements. Les conditions de stockage, en inspection en tout cas, on voit que c'est pas toujours l'idéal. Il y a encore du travail là-dessus. Les chariots d'urgence aussi, donc soyez vigilants là-dessus. Et puis toute la partie transport qui reste aussi quelquefois un petit peu... il n'y a pas forcément de traçabilité, voilà. Donc ça, c'est des enseignements issus des orientations nationales d'inspection-contrôle. Et bien évidemment, on peut souligner aussi des facteurs positifs, on n'est pas que sur le négatif et d'investissement, et puis cette démarche qualité qui est quand même rentrée beaucoup dans vos structures de plus en plus. Donc au niveau de l'ARS, donc l'objectif, on a le volet contrôle évidemment, mais on a aussi le volet accompagnement. Donc c'est important pour nous d'initier un programme. Donc il se trouve que toutes les deux on a pu participer à l'élaboration du programme au niveau national d'accompagnement de l'ANAP.
Donc on a été les premiers à être volontaires, bien évidemment, pour diffuser cette démarche au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça a été lancé en 2023, fin 2022, 2023. Donc 190 EHPAD sont accompagnés cette année. Peut-être certains sont là, donc peut-être partager votre expérience. Donc l'objectif, c'était, vous avez vu, il y a plein de choses sur le circuit du médicament. On commence par quoi? Donc c'est vrai que l'intérêt, c'est de partir sur une démarche avec des actions incrémentales. On commence par 1, 2, 3, 4, 5. Et au final, en fait, on va aller sur des démarches de gestion des risques type interdiag, des démarches très abouties. Mais l'objectif, c'est d'amener les structures à y aller progressivement, en commençant par un petit état des lieux, en travaillant sur la formation, etc. etc. Donc on en est plutôt satisfait. Donc c'est l'ARS qui a été promoteur, l'OMEDIT accompagne, l'ANAP c'est la structure nationale qui lance le programme, donc qui a été lancé dans d'autres ARS, et l'ADOPAL, ADOPAL est prestataire qui vient sur site. Donc c'est multi-partenaire. Donc si on en revient au sujet du jour, et le lien avec tout ça, tout est lié finalement, on vous rappelle les 6 critères, mais je pense que vous les connaissez bien sur la prise en charge médicamenteuse. Le 1.15.4 qui porte sur l'autonomie des résidents, des personnes autour de la gestion de leur traitement. Le 3.6.1 qui porte sur la stratégie globale de la gestion du risque médicamenteux. Le 3.6.2, donc impératif sur le fait que les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament, notion qui peut être discutable. Comment on s'assure que les professionnels respectent, il est impératif, vous avez entendu ce matin, qu'il y a la notion de non concerné possible, quand même une spécificité sur ce critère. Le 3.6.3 qui porte sur la continuité de la prise en charge. Le 3.6.4 sur la notion d'alerte, la déclaration. Et le 3.6.5 sur la sensibilisation, la formation. Donc on a quand même une couverture assez large de tout le circuit du médicament. Donc plus en détail, peut-être. Alors, vous voulez, oui, juste revenir sur ces 6 critères, puis à chaque fois faire quelques points clés sur tout ce qui est donc personne, le côté acteur et autonomie, donc très très important dans les structures handicap et les personnes âgées. Donc sur le côté plutôt le lien avec l'explication par rapport au traitement et la gestion de l'autonomie. Donc la protocolisation, c'est important de savoir quand, là aussi on est sur le volet aussi système documentaire procédure, pour savoir quand une personne est encore autonome et les informations qui puissent lui être transmises et s'assurer de l'observance de ces traitements. Donc ça fait partie des éléments importants et à évaluer et à organiser. L'autre volet, donc c'est la base, c'est tout le volet plutôt stratégie, gestion liée à la gestion du risque lié aux médicaments avec le programme. Donc j'ai entendu parler de plan d'action depuis ce matin. C'est vrai que c'est important d'avoir le programme avec des actions spécifiques sur la sécurisation du circuit du médicament qui sera alimenté par tout votre système de gestion des risques et tous les audits, auto-évaluations qui ont pu être faites, et avec des notions aussi, bien sûr, de toutes les évaluations qui sont menées dans vos établissements. Ensuite, on vient sur l'un des 18 critères impératifs de l'évaluation. Donc là, avec une sécurisation complète du circuit, avec comme méthode d'évaluation l'observation. Donc nous, c'est ce que l'on fait en partie lorsqu'on vient dans vos établissements, et à toutes les étapes, et depuis la prescription jusqu'au suivi, l'enregistrement. Donc c'est extrêmement important, l'évaluation que vous pourrez en faire en interne. Tout le volet lié à la continuité de la prise en charge médicamenteuse, c'est vrai que vous êtes dans des structures où les patients, les résidents sont amenés à aller dans d'autres structures, à avoir des allers-retours avec le domicile, avec les établissements de santé. Donc un focus vraiment, une vigilance à apporter par rapport à ce critère-là. Et puis j'en profite puisqu'on est
puisqu'on vient de mettre à disposition un outil en lien avec le CK et la structure d'appui de Guadeloupe-Lorax, justement une vidéo de sensibilisation à tous ces risques de rupture médicamenteuse en EHPAD. Parmi les autres critères, alors c'est tout le lien avec le repérage de la iatrogénie. C'est vrai que j'avais appuyé en début de présentation sur le nombre de médicaments des résidents en EHPAD. C'est vrai que même dans les structures handicap, vous avez sûrement les prescriptions de médicaments. Ce sont des médicaments qu'on appelle un peu à risque, entre les antiépileptiques, les neuroleptiques, etc. Donc vous avez un rôle très important, et avec des résidents qui peuvent avoir des troubles de la déglutition, qui s'accentuent, etc. Donc vous avez un rôle très très important, et du coup tous les professionnels dans ces repérages-là aussi et alerte de iatrogénie potentielle, les risques de chute, etc. Donc c'est vrai que c'est assez vaste. Enfin, parmi les critères, il y a tout ce qui est le volet, bien sûr, formation, sensibilisation aux risques médicamenteux de tous les professionnels. Et là, du coup, ça fait partie des outils qu'on va vous mettre à disposition sur le début de l'année 2024, un e-learning sur la prévention du risque médicamenteux. Donc, très rapidement, je ne vais pas vous faire le topo sur la réglementation du circuit de médicaments. Sachez juste que, en fait, en gros, on a 3 grandes dispositions, en fait, sur lesquelles s'appuyer. On a des dispositions générales qui sont liées au corps professionnel, que sont les médecins, les pharmaciens, médecins co, IDE, AS, AMP. Donc, toutes les dispositions statutaires de décret de compétences. Par exemple, sur le médecin co qui peut prescrire sur l'urgence, sur le rôle du pharmacien dans son code de déontologie, sur la collaboration IDE-AS sur les actes de la vie courante. Voilà, donc ça c'est le corpus, on va dire, déontologique finalement de chaque professionnel. Ensuite, on a toutes les dispositions spécifiques qu'on retrouve soit dans le code de la sécurité sociale, par exemple sur la liste préférentielle, soit dans le code de la santé publique, je pense à la dotation pour besoins urgents. Donc ça, c'est une obligation légale. Et enfin, vous avez des dispositions qui sont propres au circuit que vous avez dans vos établissements. Soit vous avez accès à une pharmacie à usage intérieur, soit vous passez par une officine. Et là, on a des textes qui vont être différents en fonction de ces 2 modalités. Donc finalement, on a quand même pas mal de corpus quand on nous demande, mais c'est vrai qu'on n'a pas un texte socle qui décrit tout le process du circuit de médicaments. Et la démarche qualité, finalement, elle est en filigrane. Il n'y a pas de texte opposable sur le management de qualité, prise en charge médicamenteuse comme dans le champ sanitaire. Ça avait été évoqué à une époque. Mais ça n'a jamais été mis en application. Voilà, donc vous n'avez pas attendu pour aller vers ce type de démarche, mais c'est vrai que cette modalité de démarche qualité, elle vient par la contractualisation, elle vient par d'autres modalités que des textes opposables. Voilà, sur les outils. Alors, sur les outils d'accompagnement, non, là c'était juste pour vous rappeler l'importance du volet analyse des risques a priori avec toutes les méthodes d'auto-évaluation, les audits et tout le volet analyse a posteriori en lien du coup avec la prise en charge médicamenteuse. Et parmi les outils d'amélioration continue de la qualité, bien sûr, ce programme d'action. Julie en a parlé juste avant lorsqu'elle a présenté le programme ANAP EHPAD. C'est vrai qu'on voulait vous présenter et mettre à disposition ce plan d'action incrémental, puisqu'on a pu juger de son efficacité cette année dans le cadre de ce programme-là, avec 20 actions. Alors ça part de la 0 et ça va avec la 20. C'est une proposition, il faut les faire les unes après les autres. L'idée, c'est progressivement accompagner, c'est une démarche projet pour vous accompagner dans la mise en œuvre et améliorer la prise en charge médicamenteuse qui part de cet état des lieux flash, ces 20 questions. Certains d'entre vous dans la salle l'ont déjà complété, etc. C'est rapide et l'avantage, c'est qu'on vous préconise de le faire tous les 6 mois pour pouvoir voir et valoriser toute la démarche que vous avez pu mettre en place de façon très très périodique. Donc la base, c'est vraiment la structuration
des fondamentaux de la prise en charge médicamenteuse avec les procédures, la schématisation de votre processus à vous lié à la prise en charge médicamenteuse, de la formalisation des réunions, etc., que, comme je vous dis, habituellement vous en faites déjà, c'est juste plutôt arriver à formaliser ces temps liés des temps dédiés liés à ces points très spécifiques de management de la qualité. Ensuite, il y a tout un volet plutôt aussi communication. C'est très important de pouvoir communiquer aux équipes et qu'il y ait une appropriation par les équipes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout un volet qu'on a trouvé très important lié à l'identitovigilance. Alors, il y a des superbes vidéos comme outils, puisque derrière, il y a une boîte à outils. Il y a beaucoup, voilà. Je pense que la prise en charge médicamenteuse, il y a vraiment un lien très, très fort avec, notamment au niveau de la phase d'administration, avec tout ce qui est identitovigilance, donc avec pas mal d'outils de sensibilisation à cette vigilance très, très particulière. Et voilà, parmi, je ne vais pas toutes les citer, et à la fin, on arrive sur le volet autodiagnostic, et c'est sur ce point-là que l'on voulait revenir de façon un peu plus approfondie. C'est vrai au cours de la journée, il y a plusieurs autodiagnostics, auto-évaluations qui vous ont été présentés, donc les objectifs sont toujours les mêmes, donc je vais passer rapidement, mais c'est vrai que sur le circuit du médicament, ça vous permet, et là on fait le lien avec ce plan incrémental, de poser tous les acteurs qui sont impliqués dans ce circuit du médicament, arriver à faire cette analyse des risques et à arriver à avoir une culture de sécurité partagée sur le circuit du médicament, et en impliquant également toutes les personnes qui concourent à l'administration, y compris la collaboration, donc le lien et la collaboration pour l'aide à la prise. Donc il y a deux outils. Alors je pense que ça a été une volonté au niveau régional. Alors il y a un outil pour les EHPAD qui est bien connu et qui date d'il y a quelques années proposé par l'ANAP, qui s'appelait l'autodiagnostic interdiag, avec deux volets, EHPAD avec PUI, EHPAD sans PUI. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'an dernier, on s'est posé la question, puisqu'il n'y avait aucun outil national. Par contre, on avait fait un benchmark, il y avait des outils régionaux qui existaient, et c'est vrai que c'était un choix et une volonté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'ARS de promouvoir l'outil Archimède Handicap, donc avec un webinaire qui a eu lieu fin septembre, avec la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Donc le webinaire, il y a un support qui est disponible. Et là, on est en ressources complètes, que ce soit l'ARS et l'Omedit, pour la mise en œuvre d'Archimède, avec un accompagnement sur 2024, si vous avez des besoins d'un accompagnement spécifique pour la mise en œuvre d'Archimède Handicap dans votre établissement. Et pour Interdiag, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas non plus. Donc, parmi les autres outils, dans les Omedit, il y a l'accompagnement individuel si vous en ressentez le besoin. On a aussi un volet formation, alors notamment pour le volet EHPAD sur la pertinence des prescriptions chez la personne âgée. On a vu les remontées de terrain, on est en train de travailler en lien avec ESEA sur la réalisation d'un e-learning. Alors on va faire des modules de 20 minutes pour que vous puissiez travailler pendant, au moment des transmissions, etc. Donc 3 modules a priori de 20 minutes pour l'e-learning. Et je vous encourage à venir sur notre site internet, donc au meditnag.fr, parce qu'il y a vraiment une page thématique dédiée avec de nombreux outils, et notamment puisque l'Omedit, c'est un réseau, les Omedit, c'est un réseau des Omedit, le réseau Medit, et on vous a fait un énorme fichier où pour chaque critère de l'évaluation, vous avez tous les outils de tous les Omedit. Donc vous n'avez pas la peine, c'est pas la peine d'aller voir sur tous les sites des Omedit. Il y a un fichier Excel et qu'on met à jour régulièrement. Et bien sûr, vous avez toujours le webinaire qui a été fait en partenariat avec le CK. Donc, petite conclusion d'1 minute. Donc, des améliorations observables, évidemment, des événements indésirables qui subsistent quand même dans certains établissements, dont certains graves. Donc, pour nous, c'est important aujourd'hui de pouvoir vous amener des outils de priorisation, parce que c'est vrai que, Donc, le plan incrémental est une bonne piste. Bon, on ne peut pas vous préconiser ni un plan, ni des outils. On peut vous orienter vers les outils existants. Pour nous, c'était important de mettre à disposition
l'outil développé par l'ARS Île-de-France qui a accepté de le partager avec nous parce que c'est un bon outil qui permet de se lancer dans la démarche. Mais ces outils, il faut qu'ils soient remplis par plusieurs personnes. Hein, c'est vraiment la préconisation. Voilà. Et dynamique d'accompagnement, vous l'avez compris. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Rossignol. Je suis plus proche, donc ça va, je vais y aller. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors nous, on a un problème de définition de la non-applicabilité de ces 6 fameux critères de référentiel. On a pas mal d'établissements qui, par exemple, n'effectuent qu'une seule des étapes du circuit du médicament. Par exemple, il y en a qui ne font que la prescription. Il y en a qui ne font que l'administration du médicament. Donc, quelle attitude à avoir vis-à-vis, lorsqu'on fait notre propre, voire auto-évaluation, est-ce qu'on évalue ces 6 critères ou pas? Merci. Alors, je ne sais pas si c'est l'Omedit ou la HAS qui doit répondre à ça. En tant qu'inspectrice non plus, vous... Bon. Je n'ai pas des éléments là-dessus. Je ne sais pas si elle est partie, Madame. Oui, la personne de la HAS, Madame Khaled, est partie, donc je suis un petit peu embêtée. Ce que je peux faire, par contre, c'est formuler la question par écrit et essayer de la retransmettre la réponse ensuite. Ok. On vous fait signe. Je crois que... Ah, alors, pardon. Donc, en arrière-plan, comme on dit, en arrière-plan de Teams, nous avions Madame Guiton qui nous a suivis et qui est d'accord de répondre. Ah, alors là... Alors, pour le circuit du médicament, si vous avez quand même une partie, vous ne pouvez pas coter non concerné. Mais en fonction de la cotation qui sera déterminée par l'évaluateur, qu'ils mettent bien un commentaire. Et des justificatifs à l'appui de la réponse, en fait, et de la cotation surtout. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais... Ça a l'air de répondre, oui. Oui. Alors du coup, moi aussi, j'ai une autre question un petit peu... Oui, merci pour votre réponse. Ça a l'air de donner satisfaction. Ok, une autre question. Ouais, un petit peu dans ce sens-là, pour le domicile. Est-ce qu'on peut parler de circuit du médicament au domicile, c'est-à-dire pour un service médico-social qui intervient au domicile et qui travaille avec des libéraux, par exemple avec des infirmiers libéraux qui, eux, vont être en charge de prescrire, de préparer, des médecins libéraux aussi, avec finalement à la charge du service que l'aide-soignante qui peut distribuer ou pas d'ailleurs. Quelquefois c'est la famille, quelquefois c'est la personne qui est complètement autonome et qui ne veut pas qu'on touche à son traitement, quand bien même elle aurait des troubles cognitifs d'ailleurs. On ne peut pas forcer les personnes à domicile. Donc est-ce qu'on peut parler de circuit du médicament tel qu'on l'entend dans le critère impératif pour le domicile? S'il est encadré, si c'est bien organisé, et s'il respecte les critères, oui. Pardon. Chaque domicile est différent. Donc, on peut pas avoir une procédure pour tous. Voilà, c'est vraiment très, très différent. On peut avoir effectivement une personne qui va gérer entièrement son traitement, d'autres où c'est l'infirmière libérale qui va même passer pour la distribution du médicament, donc où le service finalement n'aura pas d'interaction. Donc, voilà. C'est la question de la responsabilité aussi, non? Oui. Oui. Je voudrais pas vous dire de bêtises, du coup. Si vous souhaitez nous envoyer une question à l'adresse qui a été communiquée ce matin, et on sera peut-être plus précis dans le retour. Entendu. On a bien vu qu'il y avait un outil spécifique EHPAD, Interdiag, et un plus précis, un pour les personnes en situation de handicap, Archimède.
Et c'est vrai que le domicile, parfois, hein, voilà, on va pas non plus voiler la face et parfois un petit peu en retrait voilà, sur la clarté de la marche à suivre. Ok. Je vois des mains qui se lèvent, encore une. On va peut-être encore prendre peut-être 2 questions maximum, et puis on va revenir sur le terrain et sur la façon dont les évaluations, les visites se réalisent. Donc, bonjour, je travaille en EHPAD dans la Vienne. Nous, on vient de sortir du système avec PUI, c'est surtout pour l'Omédite. Donc, une convention a été signée avec une pharmacie d'officine. Mais comme vous le savez, le résident choisit le pharmacien qui peut livrer les médicaments. Et puis, donc, on a, comme dans tous les villages de France, des Gaulois. Donc, on a quelques résidents qui décident de continuer avec la pharmacie d'officine de leur choix. Et donc, on a une livraison en poche papier. Et puis, il nous reste à préparer le semainier alors qu'on ne le fait plus pour les autres. Et là, ça sort de notre circuit du médicament. Le pharmacien dit « Moi, c'est la livraison que je fais et de toute façon, vous ne pouvez rien m'imposer ». Donc, parfois, c'est un peu compliqué quand on vient... on peut subir une inspection ou bénéficier, selon comment ça se passe. Et puis, à côté de ça, faire de notre mieux. Et puis, par contre, le pharmacien, il est obligé de rien. Oui, ça c'est un principe fondamental, la liberté de choix du médecin, la liberté de choix du pharmacien. Aujourd'hui, voilà, le texte dit qu'un établissement peut conventionner avec un ou plusieurs pharmaciens d'officine. Par contre, je pense que vous pouvez vous accrocher au fait de conventionner, la notion de convention, pour peut-être instaurer, on va dire, un peu plus de choses vis-à-vis de ce pharmacien en question. Après, nous, c'est vrai qu'en contrôle, voilà, on ne peut pas imposer qu'il y ait un seul pharmacien qui approvisionne. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous devez le proposer systématiquement aux résidents de passer par cette pharmacie avec laquelle vous avez conventionné. Vous le proposez, voilà, dans le livret d'accueil. Ouais. Après, si c'est un seul résident, bon, vous avez des EHPAD qui ont une dizaine d'officines, hein, qui sont aussi très très en... Là, c'est vraiment un cas particulier, donc peut-être vous pouvez faire une petite exception, on va dire, si en plus il est réfractaire, mais ou instaurer un dialogue différemment, mais ouais, je comprends le... Mais en tout cas, c'est vrai que la liberté de choix, c'est très important. Ok. Mais écoutez, on vous remercie aussi d'avoir présenté la façon dont vous pouvez accompagner les établissements et d'avoir redonné toutes ces coordonnées, toute cette liste d'outils. Je confirme ce que Madame Roudot disait voilà, sur le document Excel avec un tas de choses qui sont répertoriées. Ça vous évite d'aller sur les sites des différents Omédites. Voilà. Merci beaucoup.